Le 28 septembre, vers 9 h du matin, je me présentais aux portes de Berlin. Il y avait longtemps que je désirais visiter la capitale d'un prince non moins renommé comme protecteur et connaisseur des arts libéraux que comme héros et stratège sur le champ de bataille. On conçoit donc mon impatience de commencer mes enquêtes musicales dans une ville où l'opéra était établi depuis longtemps et où j'espérais rencontrer des musiciens d'un mérite universellement reconnu qui s'étaient illustrés dans la théorie et la pratique de la musique avec une profondeur inaccoutumée. L'expression doit être aussi aisée et coulante. Quelque difficiles que soient les notes qu'on a à jouer, il faut que le joueur n'en fasse pas paraître la difficulté. En chantant et en jouant, il faut avoir grand soin d'éviter tout ce qu'il peut y avoir de rude et de gênant. Il faut être attentif à ne faire aucune grimace et à montrer de la tranquillité autant qu'il est possible. Le joueur d'une pièce doit chercher à exciter en soi-même aussi bien la passion principale que les autres qui se rencontrent. Et comme dans la plupart des pièces, il y a un perpétuel changement des passions, le joueur doit savoir juger quelle est la passion qu'il y a dans chaque pensée et y régler ensuite son expression. Pour qu'un passage de l'adagio flatte, il faut que les coups de langue et de l'archet ne soient pas trop rudes. Et dans l'allegro, et les passages gais et distingués ne doivent être ni traînés, ni coulés, ni joués avec trop de mollesse. Monsieur, quoique je n'ai pas la satisfaction de vous connaître personnellement, vous ne m'en êtes pas moins connu par vos ouvrages. Ce sont des trésors d'esprit, si l'on peut s'exprimer ainsi. Je vous prie, monsieur, de me les renvoyer et de me les communiquer sans réserve. Si parmi les manuscrits, il y en a quelqu'un que par une circonspection nécessaire, vous trouviez à propos de cacher aux yeux du public, je vous promets de le conserver dans le sein du secret et de me contenter d'y applaudir dans mon particulier. Je sais, malheureusement, que la foi des princes est un objet peu respectable de nos jours, mais j'espère néanmoins que vous ne vous laisserez pas préoccuper par des préjugés généraux et que vous ferez une exception à la règle en ma faveur.
Si mon destin ne me favorise pas jusqu'au point de pouvoir vous posséder, du moins puis-je espérer de voir un jour celui que depuis si longtemps j'admire de si loin, et de vous assurer de vive voix que je suis, avec toute l'estime et la considération due à ceux qui, suivant pour guide le flambeau de la vérité, consacrent leurs travaux au public, monsieur, votre affectionné ami, Frédéric, prince royal de Prusse. Une nuit, le général G, dont il était le serviteur, s'introduisit furtivement dans sa chambre pendant son sommeil, et comme il lui jouait cet air très doucement sur la flûte traversière, l'homme, sans se réveiller, se mit à pleurer comme un enfant. Autrefois, vers le 53e degré de latitude, un bel aigle dont le vol était admiré dans toutes les latitudes du monde. Un petit rat était sorti de sa souricière pour aller contempler l'aigle, et il fut épris d'une violente passion pour ce roi des oiseaux. Le rat vieillit depuis dans sa retraite et fut réduit à ronger les livres. Encore les rongeait-il fort mal parce qu'il n'avait plus de dents. L'aigle conserva toujours son beau bec, mais il eut mal à ses royales pattes. Le rat, devenu décrépit, ne pouvait plus faire que de la prose. Il prit la liberté d'envoyer à son ancien patron, l'aigle, quelques feuillets d'un ancien livre qu'il avait trouvé dans une bibliothèque. Les choses dont il est parlé dans ces fragments sont très vraies et très singulières. Le rat s'imagina qu'elle pourrait amuser l'aigle. S'il se trompa, on peut lui pardonner, car dans le fond, il n'avait que de bonnes intentions. Il ne voyait pas la vérité avec un coup d'œil d'aigle, mais il l'aimait tant qu'il pouvait. C'était même pour cultiver cette vérité et pour la contempler de plus près qu'il avait fait autrefois un voyage dans la moyenne région de l'air pour se mettre sous la protection de son aigle, auquel il resta attaché bien respectueusement et bien tendrement, jusqu'à ce qu'il fût mangé des chats. C'est la langue qui fait que sur la flûte, les tons peuvent être vivement exprimés. Il est vrai que les doigts y contribuent aussi, étant non seulement nécessaires pour effectuer la différence qu'il y a entre les tons hauts et les tons bas, et pour distinguer les intervalles, mais aussi pour donner à chaque note sa durée nécessaire. Cependant, la vivacité de l'expression n'en dépend pas tant que de la langue. Car c'est d'elle seule que dans toutes les pièces, l'expression des passions, quelle qu'elle puisse être, brillante ou triste, gaie ou agréable, doit être animée. Vous avez passé votre vie entre le dieu des grenadiers et le dieu de la poésie. Tous deux, épris de jalousie, vous ont accablé de lauriers.
Vous les avez aimés en sage, vous les caressez tour à tour. Et l'on pourra douter un jour qui des deux vous plut davantage. Le vieux malade.